suis devant l'une de ces jolies maisons d'un siècle passé, en bois, en tôle ou en ruine pour celles qui n'ont pas eu la chance d'être choyées. La question de leur préservation ne date pas d'hier. La preuve, Serge Coutenay vous faisait déjà faire le tour du propriétaire dans La Maison calédonienne traditionnelle, un magazine qu'il a réalisé en 1995. On ne peut pas construire sans permis de construire, mais on peut démolir sans permis de démolir. Si on veut essayer d'aller en avant dans cette voie-là en Calédonie, de conserver ces jolies maisons en bois, je crois qu'il faudrait qu'il y ait un effort de fait rapidement, avant que tout disparaisse. En 1856, Port-de-France, le chef-lieu de la Nouvelle-Calédonie, n'existe que depuis 2 années. C'est un petit bourg implanté au sud de la Grande Terre, sur les rivages d'une baie profonde et abritée, choisi par le commandant Louis Tardy de Moravel. Très vite, un plan d'urbanisme, le plan Coffin, est élaboré pour organiser le développement de la capitale calédonienne. On procède au remblayage d'une importante partie de la rade pour édifier la moitié de la ville. Toutes les zones marécageuses environnantes disparaissent. De nouvelles voies partagent Port-de-France en quadrilatère de 100 mètres de côté. Des déportés de la commune de Paris, amenés en convoi maritime, composent la main-d'œuvre qui se livre 25 années durant à ces grands travaux. Pour supprimer toute confusion phonétique avec Fort-de-France en Martinique, Port-de-France devient Nouméa par décision de l'empereur Napoléon III le 14 mars 1866. L'agglomération se développe à un rythme soutenu. Des lotissements prennent forme çà et là en peu de temps. Un siècle et quelques décennies après la création de la capitale, on y recense plus de 10 000 habitations en tout genre, éparpillées sur les hauteurs ou au creux de vallons, dans des quartiers devenus méconnaissables. Certaines demeures, par la qualité de leur construction, ont franchi les âges avec bonheur. Des propriétaires passionnés, séduits par ces maisons à l'architecture si typique, ont investi une grande énergie dans des travaux de restauration, souvent coûteux, pour que des pans entiers de murs en bois ou en pierre ne s'écroulent pas définitivement. Ce sont quelques-unes de ces maisons, joliment restaurées, dont nous vous offrons la visite détaillée pour mieux faire connaissance avec une partie du patrimoine architectural calédonien. La maison d'habitation calédonienne a toujours été au départ en bois, en tôle. Ensuite, on a fait des murs en remplissage, c'est-à-dire de la pierre qui était liée avec de la chaux, et quelquefois la maison était moitié en dur, moitié en bois. Les persiennes sont arrivées aux environs de, si mes souvenirs sont exacts, de 1885. Et les premières persiennes, elles ont été installées sur les maisons qui ont été construites par la pénitentiaire pour le logement des officiers d'administration pénitentiaire. Et ensuite, ça a été quelque peu étendu à la maison particulière. La cuisine était à l'extérieur, car on chauffait au bois. Et les cuisinières dégageaient quelquefois pas mal de fumée. Et ce qui était également à l'extérieur, c'était le cabinet d'aisance pour les besoins, et à côté, le lavoir, car le lavoir
On faisait bouillir le linge dans les grandes lessiveuses avec la lessive. Au Faubourg Blanchot, dans la capitale, une élégante bâtisse visible de la rue ne manque pas d'attirer l'attention. Cette maison de 70 à 80 ans d'âge a connu plus de 3 propriétaires successifs. Achetée en 1991 dans un triste état, elle fut ensuite restaurée avec soin pendant plusieurs mois. Elle abrite à présent une famille et un petit commerce dont le déménagement est envisagé d'ici peu. La transfiguration du bâtiment d'origine en cette belle et fière demeure fut une œuvre de longue haleine. C'est une jeune femme résolue qui en prit la direction, assistée dans cette tâche par un architecte. Je ne suis pas calédonienne, mais j'aime beaucoup la Calédonie. Je trouve que c'est un très très beau pays. Et je crois qu'il faudrait que les gens en prennent une conscience rapide pour éviter que certaines choses s'abîment et que ce soit irréparable. La restauration s'est faite par étapes. Je l'ai trouvé dans un état difficile, avec des tôles un petit peu partout, recouvrant le clin pourri. Donc nous avons étayé la maison au départ, soulevé, enlevé la ceinture en bois d'origine, remplacée par une ceinture métallique, remplacé les piliers de soutèlement en bois par des piliers de béton. Suite à cela, nous avons reposé la maison sur ses bases, ce qui a permis de remettre la maison dans une position normale, un petit peu en arrière de ce qu'elle était, parce qu'elle glissait avec le terrain. Ensuite, nous avons désossé la maison par l'avant, ensuite par le côté droit, puis le côté gauche. Et cette opération a duré à peu près 6 mois. Je me suis adressée à des entreprises qui étaient ici, mais bizarrement, je n'ai eu comme entrepreneur que des Néo-Zélandais qui, je pense, sont habitués à construire des maisons en bois. Et je pense que le résultat n'est pas mauvais. Je suis venu ici en avril 1922, j'avais 3 mois. Mon frère et ma sœur y sont nés. Il y a eu des événements heureux, des morts, des naissances dans cette maison. Et elle est dans ma famille donc depuis bientôt 75 ans. L'histoire de cette maison familiale a commencé vers 1898. Elle fut construite à 6 km de Nouméa, sur une propriété qui à l'origine s'étendait sur 9 hectares. Cette superficie fut morcelée en lots qui furent revendus en plusieurs transactions étalées sur plus d'un demi-siècle. L'un de ces lots bâtis entra dans le patrimoine des Hauts-Laisnes en 1922. Il y a en haut 3 grandes pièces comme ça. Vous voyez, c'est des pièces qui font presque 50 mètres carrés. Voilà une armoire qu'on a gardée, une armoire qui est des souvenirs, c'était... Donc voilà les murs, et remarquez la hauteur des plafonds. La maison aux épais murs en pierre couverts de chaux s'élève sur 2 niveaux, sans soubassement, d'où conséquence immédiate, des problèmes d'humidité et corollaire direct, l'apparition de termites. Les travaux de rénovation ont été entrepris par les occupants, ensemble, toutes générations confondues. Les 3 chambres sont à peu près les mêmes. La poursuite de la visite nous amène aux inévitables dépendances, toujours situées à l'écart, accolées cette fois au logement des divers personnels de service. À cette époque, les occupations régulières du domaine étaient tournées vers le commerce agricole. Mais voici les dépendances. Là était la cuisine. Ici, c'était l'endroit où on passait le lait. Il y avait le lait qui était tiré.
étaient transportés là et mis en bouteille là, ici. Là, ici, c'était la remise des voitures. Il y avait une voiture et deux sulkys. Deux sulkys. Il y avait le sulky du dimanche. Hein. Bon. Là, ici, c'était une écurie. Et c'était une écurie que je faisais spécialement attention parce que c'était mon cheval qui était là. Ma jument, ma ponette qui s'appelait Gracheuse. Elle était ici et j'avais 4 ans. Et moi, j'avais ma jument à l'écurie. Alors ici, il y avait 2 écuries. Il y avait 2 chevaux de voiture qui servaient aussi de chevaux de selle pour mon père. Bon. Là, c'était le logement. Il y avait deux logements de couples mariés, de Javanais qui étaient mariés. Alors, ils avaient chacun un chien. Là, leur cuisine, alors la cuisine se faisait ils faisaient leur cuisine dans la cuisine avec nous. Ils avaient un fourneau spécial. Et là, ici, sur le haut, il y avait la maison, il y avait un grand bagnan, et c'était là, il y avait des maisons pour les employés célibataires. Et c'était là d'ailleurs que dans le temps logeaient les libérés qui ont tiré la pierre pour construire cette maison. Lorsque les propriétaires s'engagent dans des travaux de restauration, bien souvent, ils ne peuvent se douter précisément de ce qui les attend. Les mauvaises surprises sont courantes et la suspension provisoire des chantiers s'impose parfois quand les fonds viennent à manquer. Cette construction vieille de 90 ans était composée à l'origine d'un corps principal et de 2 dépendances. Son sauvetage a débuté en 1990 par la façade et les pièces situées à l'arrière du bâtiment. Ces travaux ont duré 2 ans du fait que la première partie a été faite par des entreprises et ensuite par des patentés. Donc ça a été un peu plus long qu'une opération qui aurait pu normalement durer 1 année. Ça a duré 2 ans. La restauration a commencé par l'extérieur, c'est-à-dire l'arrière de la bâtisse, avec donc les abords et la piscine, ensuite les façades et l'intérieur de la maison. Il reste encore toute la façade avant, ainsi que les abords de la maison. Cette opération se fera certainement dans les années 96, avec une dizaine de mois de chantier encore. C'est quand même passionnant de redécouvrir autant l'apparence que le détail de ces maisons qui ont été faites quand même il y a près d'1 siècle. Dans la province sud, où le dénombrement des maisons traditionnelles est le plus significatif, un organisme consultatif a été mis en place pour gérer le patrimoine architectural de la province. C'est la commission des sites et monuments historiques qui, dans cette zone, est la première étape d'examen de tout dossier de demande de classement. En ce qui concerne donc le patrimoine privé, on parle de maisons, donc c'est essentiellement un patrimoine privé. La province souhaite davantage mettre en place des mesures d'encouragement pour en sorte que les propriétaires prennent en charge eux-mêmes l'entretien et la conservation de ce patrimoine. C'est la raison pour laquelle la province avait demandé au territoire des mesures de défiscalisation. Donc les travaux qui sont construits, les travaux qui sont faits sur des maisons anciennes, après un avis de l'architecte chargé du patrimoine, sont déductibles des revenus imposables dans la limite de 5,5 millions par an.
Un bâtiment classé ou inscrit à l'inventaire supplémentaire comporte des contraintes fortes pour le propriétaire. Le propriétaire ne peut pas le modifier, il ne peut pas le détruire sans y être autorisé expressément par la province. Il y a une petite différence pour les monuments classés, enfin bâtiments classés par rapport à ceux qui sont inscrits. Lorsqu'un bâtiment est classé, le propriétaire ne peut lui-même effectuer les travaux. C'est-à-dire que les travaux d'entretien ou de modification sont en fait décidés. Le programme est défini par les services de la province. Le propriétaire est amené à les financer pour partie et la province finance l'autre partie. Donc c'est une contrainte forte. Lorsque le bâtiment est inscrit à l'inventaire supplémentaire, la contrainte est un peu moins forte, l'aide financière est également moins importante. Le propriétaire doit simplement faire agréer les travaux qu'il envisage. Et c'est lui qui ensuite choisit les entreprises et fait exécuter ces travaux. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le classement ne semble pas être la solution définitive au délicat problème de la conservation de ces maisons, dites aussi coloniales. Preuve en est l'état général de l'unique maison de ce type classée dans la province sud. La maison Cellière, édifiée en 1898 au faubourg Blanchot, a longtemps été l'une des maisons calédoniennes les plus admirées, avant de présenter aux passants le désolant spectacle de sa lente et inexorable agonie. C'est une maison dont j'avais proposé le classement il y a une vingtaine d'années, à l'époque où j'étais délégué permanent de la commission des sites. Et l'administration n'a pas suivi. Entre-temps, j'avais rencontré mademoiselle Cellière, qui, elle, semblait d'accord, et j'ai eu le plaisir et la grande joie de visiter avec mademoiselle Cellière cette maison il y a 25 ans. Ça a été un plaisir pour les yeux et pour mon âme, car tout était en place. Les meubles, les chaises, les tableaux, enfin, les lustres, tout était là. C'est le seul bâtiment classé qui reste. Et vous avez vu dans quel état il est. Le service des musées du territoire a demandé le classement de la maison Cellière en juin 1989. Cette maison a d'ailleurs été classée par un arrêté du haut-commissaire de l'époque le 27 décembre 1989. Il y a à l'intérieur de ce bâtiment environ 13 familles qui l'occupent. Le premier problème est là. Le premier problème est de trouver une solution pour faire évacuer cette maison. Il faut savoir que les propriétaires, qui sont plusieurs, puisque c'est en fait une succession, une indivision, ne sont pas tous d'accord sur la suite à adopter. L'article 18 de la délibération de la province sud permet à celle-ci de mettre en demeure le propriétaire d'effectuer les travaux nécessaires à la conservation ou à l'entretien d'un bâtiment classé. On peut même aller jusqu'à une expropriation pour cause d'utilité publique. Cependant, il faut bien comprendre qu'en ce qui concerne la maison Cellière, mettre en demeure aujourd'hui le propriétaire d'effectuer des travaux est lettre morte, puisqu'il ne veut pas effectuer les travaux compte tenu de l'état d'occupation de la maison. Quant à la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, elle n'a pas encore été envisagée. C'est une mesure extrêmement autoritaire qui n'a pas encore été envisagée par la province et qui, de toute façon, ne résoudrait pas le problème humain, le problème social qui se pose en l'occurrence. Si vraiment il n'y a pas moyen d'aller plus loin, moi je suggère qu'on la déclasse et qu'on en parle un peu moins. Pour l'instant, la province n'a pas envisagé de procéder au déclassement dans l'immédiat parce qu'on estime ne pas avoir épuisé tous les chemins, toutes les possibilités de sauver encore la maison. C'est-à-dire qu'on y croit encore, même si on y croit de moins en moins parce qu'effectivement ça devient de plus en plus difficile. Il y a en tout cas grand péril en la demeure et la maison Cellière risque de connaître d'ici peu le même sort funeste que celui subi par cet imposant et majestueux immeuble érigé au Mont Coffin il y a un siècle. Après avoir accueilli les premières émissions de Radio Nouméa, il fut rasé en 1966 pour faire place aux locaux actuels de la radio et de la télévision publique.
En revanche, c'est dans le même secteur que l'on peut découvrir, à quelques pas en contrebas, une habitation oblongue, heureusement épargnée par la divine providence. Son âge vénérable est estimé à plus de 110 ans. Après transformation, les 10 pièces intérieures qu'elle comptait à la base ont été reconverties à un autre usage. On a repris cette construction en 1990. On a fait quand même pas mal de travaux dessus pour la rénovation. Le but est tout autre. Là, de résidence est devenu un bureau de géomètre. La construction, quand je l'ai achetée, elle était en relativement mauvais état. Elle n'était pas habitée depuis un certain temps. Il a fallu donc quasiment toute la reprendre. On a commencé par démonter tout ce qui était à démonter, jeter tout ce qui était à jeter. Il y avait pas mal de termites quand même, il faut être franc. On a mis la maison sur vérin pour la mettre de niveau, par les soubassements, avec des simples vérins. On a refait la toiture, on a refait tout l'intérieur, les planchers, beaucoup de travail, beaucoup de dépenses. Et la rénovation a duré 6 mois. La plus grosse difficulté était de retrouver des matériaux ou des matériaux qui puissent ressembler aux matériaux d'époque. Je veux dire par là toutes ces pièces qu'on a enlevées de la construction, et je voulais conserver le caractère de la maison, son caractère d'époque. Je me suis mis en quête à nommer des constructions qui étaient en état de démolition. Et il y a eu le magasin Bérard, situé à l'emplacement de l'actuel As de Trèfle. On a acheté la porte qui est là, qui était la porte d'entrée du magasin Gérard. Les clins extérieurs, certains des clins extérieurs qui sont là viennent de ce magasin également, certaines persiennes. C'était une des parties, une petite difficulté. C'est certain, ce n'est pas la perfection, il y a encore beaucoup de travaux qui pourraient être faits, mais entre l'acquisition, la rénovation et la durée d'utilisation probable, je pense que c'est une bonne opération. Les maisons construites en dehors de l'agglomération nouméenne répondaient à des impératifs avant tout pratiques. L'ambition architecturale se voyait limitée par les matériaux disponibles dans chaque région. Pendant longtemps, ces maisons furent fabriquées en torchis et recouvertes d'un toit de chaume. Certaines sont encore habitées. Puis, tout comme dans la capitale, la technique évolua, suivant cela la mode, en donnant toutefois à ces maisons une apparence toujours plus dépouillée. Aucun dispositif ornemental ne vient entraver la linéarité des façades et des toits. Le caractère fonctionnel de ces habitations a d'évidence été privilégié. La société calédonienne de Brousse, soumise au pénible labeur quotidien, avait bien d'autres soucis que la recherche purement esthétique. L'ancienne maison du commandant de la pénitentiaire dans la commune de Lafoix est située en bordure d'une rue qu'on appelait jadis la rue du Camp. Ce bâtiment séculaire frappe d'emblée par sa robustesse. Les murs en pierre de 60 cm d'épaisseur abritent depuis février 1959 le foyer Juvenat Saint-Dominique Savio, dirigé par la congrégation des Frères du Sacré-Cœur. Le parquet d'époque, en solide chêne-gomme, a gardé toute sa patine, malgré la circulation régulière des pensionnaires et demi-pensionnaires du collège. Cette maison est telle qu'elle, à peu près, depuis 100 ans, puisque ça a été construit en 1895. Il y a eu quelques aménagements qui ont été faits. Les croisillons ont été enlevés pour aménager, pour en faire un réfectoire pour les élèves. Mais tout le reste est la même chose qu'il y a 100 ans. Ce sont les mêmes planchers, les murs sont les mêmes, la pierre recouverte d'espèces de chaux du temps, hein, il y a 100 ans. Il y a encore des anciens docks là, qui servent un peu encore aujourd'hui comme remise, mais il y avait un dock qui servait pour décortiquer le café. Parce que M. Soulard, qui nous a vendu la propriété, était intendant de la station Ballande. Et Ballande traitait le café à ce moment-là.
La maison calédonienne traditionnelle a longtemps été conçue sur le modèle des maisons coloniales de l'époque. Une architecture que l'on retrouve par ailleurs en Australie et en Nouvelle-Zélande. Puis, une brutale évolution s'est opérée. Vers 1925-1930, Nouméa a fait la connaissance du béton armé. Et alors là, ça a complètement transformé la vie à l'intérieur de la maison calédonienne, car avec l'arrivée du béton armé, on a connu les salles de bain à l'intérieur de la maison, enfin les salles d'eau, et on a connu aussi les toilettes à l'intérieur de la maison. Les maisons typiques de cette période-là sont aussi désignées du nom des entreprises qui les ont bâties. On parle souvent des maisons Butcher, Verquin, Rampal ou encore Marie. Elles aussi font partie de ce patrimoine architectural calédonien que beaucoup souhaitent voir préservé. Humbles ou cossues, les maisons calédoniennes traditionnelles présentent un éventail large de volumes et de matériaux associés dans une belle harmonie. Ces survivances du passé sont parvenues jusqu'à nous, malgré les vicissitudes de toutes sortes. Après un si long chemin, elles ne sont peut-être qu'en sursis. Et pour combien de temps encore ? Si l'on veut sauver les maisons qui restent, il est absolument indispensable que les pouvoirs publics prennent des mesures pour que n'importe qui ne détruise pas n'importe quelle maison. Car une fois que la maison est détruite, c'est terminé. Et c'est un peu plus la mémoire calédonienne qui disparaît sous le bulldozer, sous la pioche du démolisseur. C'était La Maison calédonienne traditionnelle, un magazine de 1995 avec Serge Coutenay comme maître d'œuvre. Et on salue au passage l'association Témoignage d'un passé qui fait beaucoup pour ces vieilles et belles dames. Bonjour Gilles Stangalino. Bonjour. Alors avec vous on va parler d'un autre habitat traditionnel, l'habitat traditionnel mélanésien. Quelles en sont un petit peu les grandes caractéristiques ? Écoutez, les grandes caractéristiques de l'habitat mélanésien se traduit par, je dirais, la principale caractéristique, c'est l'allée centrale, avec en bout la grande case du chef et à l'opposé la case du cadet. Et ensuite se répartit de chaque côté de cette allée centrale, ce qu'on appelle les cases familiales où vivent les familles. Et ces cases ont des fonctions différentes. Et bien définies. Et c'est une organisation, j'imagine, qui a été étudiée aussi pour permettre une bonne ventilation, un peu comme dans les maisons coloniales ? Je ne sais pas si à l'origine c'est le but premier, mais en tout cas c'est certain que ça y participe. Et mais je pense qu'avant tout, il doit y avoir une fonction, culturelle et sociétale, hiérarchique. Mais c'est clair que cette disposition-là, elle favorise aussi la ventilation naturelle entre les cases, quoi. Et on reste encore un petit peu terre à terre avec le problème des termites. On en a parlé dans le magazine. Est-ce que c'est un problème qui se pose dans les cases Canac ? Non, ça se pose pas, puisque très souvent toutes elles ont un foyer à l'intérieur, et donc le dégagement des fumées, on va dire, est un traitement préventif contre les attaques de termites ou d'insectes, quoi. Et ça permet aussi de conserver la structure et les toits en paille, quoi. Alors cette architecture traditionnelle, vous en êtes inspiré pour concevoir la nouvelle mairie de Yingen qui a été inaugurée en 2012. Et c'est le premier édifice bioclimatique calédonien. Bioclimatique, c'est-à-dire ?
Écoutez, bioclimatique, c'est-à-dire c'est un bâtiment qui prend en compte les conditions climatiques du lieu où l'on construit et qui en fait on conçoit le bâtiment avec ces éléments-là. On ne vient pas du coup non plus en opposition au contexte climatique, mais au contraire on s'appuie sur ces contraintes-là pour favoriser un meilleur confort thermique, en tout cas déjà sur ce point-là, avec les éléments climatiques. Donc une température optimale, on se sert un petit peu de cette géographie, de ce climat, et en utilisant aussi des matériaux bien précis. Oui, tout à fait. Il y a aussi, il y a la position, l'implantation, l'orientation du bâtiment par rapport à la course du soleil, par rapport au vent dominant, et puis aussi l'utilisation de matériaux qui sont plus favorables à un confort thermique des bâtiments. C'est du bois, des briques. Alors sur la mairie d'Yingen, le projet est aussi largement inspiré, on va dire, du lieu et de la culture mélanésienne, et surtout du lieu avec les roches de l'Indéralique, puisque le rez-de-chaussée de la mairie rappelle les roches de l'Indéralique par son traitement en béton matricé avec une couleur noire anthracite. Et puis au-dessus, l'étage, lui, est construit en structure bois plus légère, et donc effectivement qui assure un meilleur confort thermique. Mais cette utilisation des matériaux, ça va, je veux dire, à l'origine, c'est pas que pour le confort thermique, mais c'est l'architecture, ça est au service de l'architecture du projet, quoi. Et il y a aussi des panneaux solaires, donc ça c'est pour la partie technologique. Et il faut dire aussi que cette mairie, elle s'inscrit dans un paysage naturel, mais aussi historique, culturel, même sociétal, fort. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que c'est un bâtiment, au-delà de l'aspect bioclimatique que vous avez souligné, c'est vrai que c'est un bâtiment hautement symbolique. Et ce qui était très intéressant aussi dans la réflexion, dans la conception, c'était de concevoir un bâtiment, un édifice public de la République française, dans un contexte mélanésien, dans le fief de Jean-Marie Tjibaou, fief indépendantiste. Et là où Jean-Marie Tjibaou a planté un pin colonnaire, symbole de la liberté. Il y a le pin colonnaire planté par Jean-Marie Tjibaou qui est dans l'axe de cette allée centrale qui fait face à la salle du conseil municipal qui, pour nous, symboliquement, représente en fait la case du grand chef, la salle du conseil municipal. Merci Gilles Stangalino. Merci, au revoir. C'est la fin de cette émission, mais les portes du site d'Annecy Première et celles des réseaux sociaux vous sont bien sûr grandes ouvertes. Belle soirée à tous, bon courage pour vos travaux et à mardi prochain.